Allô, allô tout le monde, allô Maude. Ça va bien? Bonjour, Julie, comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on a un sujet qui concerne pratiquement tout le monde. Ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois dans notre vie d'avoir une crampe. Puis c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Hein? Ça pourrait sembler simple, dire c'est quoi une crampe et d'où ça vient, mais c'est pas si facile que ça. Il y a toutes sortes de crampes. Je pense, Maud, t'as une super histoire d'une crampe qui t'est arrivée qui explique bien un peu ce phénomène-là. J'en ai eu toute une crampe. Je vais utiliser mon histoire comme exemple pour illustrer tous les facteurs prédisposants à la crampe, parce qu'il y en a quand même beaucoup, puis on dirait que je les avais toutes. Fait que, mon histoire, c'est que, en fait, quand je faisais un stage pour les stages finaux là, en physiothérapie, il a fallu que je le fasse aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que c'est super. Moi, j'adore le surf, fait que je vais surfer, tout ça, c'est dans l'automne, il y a des ouragans, tout ça, le vent, bien se voir des vagues. Fait que je m'en vais surfer. Dans le fond, je vais quand même longtemps, tu sais, puis l'eau est froide, fait que j'ai un gros wetsuit là, de 5-6 mm. Puis j'ai une crampe, OK? Mais ça faisait comme déjà 2-3 heures que je surfais. Quand on nage, genre, je veux pas, j'embarque sa planche, je nage, je pointais les pieds beaucoup. Fait que là, hop, le mollet, pointe le pied, le mollet crampe. Fait que, je veux dire, pour venir là, de peine de misère, ça ne lâchait pas. Tu sais, t'es dans OK. La crampe a pas... resté. Ah oui, elle resté. Puis, en général, quand on a une crampe, on met le pied à terre, ça étire un peu le muscle, puis là, ça relâche. Là, j'étais dans l'eau, fait que là, je pouvais pas mettre mon pied par terre. Donc là, je nage, j'étais une misère. Puis, rendu sur la terre ferme, là, je mets mon pied au sol. Puis là, ça relâche, mais tu sais, ça a été crampé longtemil y a eu le temps, mon muscle a eu le temps, probablement, là, d'avoir du dommage de créer, là, à ce moment-là, parce que la contraction était tellement forte. Fait que, il a fallu, là, le soir même, bon, je marche un peu mal, pas tant que ça. Le soir même, oups, la douleur augmente. Le lendemain, pas capable de marcher, le mollet enflé. Fait que là, c'est-tu ma crampe? Je savais pas qu'une crampe pouvait comme, créer une blessure. Fait que là, tu sais, j'ai pas pris de chance. Puis là, il s'imaginait plein de choses, comme quoi j'avais une thrombophlédite. Il croyait pas du tout que c'était ma crampe là, qui avait causé ça. C'était comme la pilule, etc., l'âge, tout ça. Il disait, on va faire des tests. Il m'injecte des anticoagulants. Il me dit, si tu reviens demain, on fait un écho-doppler pour voir tes vaisseaux, là, si t'as pas un caillou. En tout cas, j'ai tout fait ça, finalement, pas de caillou. Fait que là, bon, ben, c'était ma crampe. Fait que ça pour dire que c'est puissant. C'est très, très, très puissant. Puis, j'avais beaucoup de facteurs prédisposants. L'eau froide, il y a une vasoconstriction au niveau des vasos sanguins. Puis ça fait en sorte qu'on a moins l'énergie, moins acheminée vers le muscle. Donc, on a plus de chances de des crampes. Le fait de nager, hein, le pied est pointé. Fait que le muscle est en position plus raccourcie, surtout au mollet, là, c'est un muscle biarticulaire. Fait que le muscle devient raccourci, désavantagé biomécaniquement. Fait que là, plus de chances d'avoir une crampe. Le wetsuit, tu sais, proprioception inhabituelle. Là, j'avais comme une résistance de plus au niveau de mes mouvements. Le fait que je suis restée dans l'eau 3 heures là, sans rien boire, sans rien manger. Probablement aussi. Je pense qu'on continue d'entendre. Fait qu'on pourrait expliquer un petit peu plus là, la physiopathologie de chacune, les raisons pourquoi chacune de ces choses-là peut ton histoire, elle nous montre qu'il y a vraiment plein de facteurs qui peuvent provoquer des crampes. Je serais curieuse, ceux qui sont avec nous, on dirait à quel endroit est-ce que vous avez le plus souvent des crampes? Moi, je dirais que dans ce que je fais dans la vie, je cours beaucoup, je fais de la gymnastique, du yoga. Le plus souvent, les crampes, moi, ça va être dans les pieds parce que je fais toutes sortes de mouvements avec mes pieds, mes orteils, fait que ça va cramper. Mais ça, c'est une sorte de crampe, c'est un des facteurs. Comme tu as dit, il y a plusieurs choses qui peuvent mener à des crampes. Puis, avant qu'on fasse notre rencontre d'aujourd'hui, moi, j'avais mes idées sur les crampes. Bon, tu avais quand même tes idées aussi. Puis, on a fait plein de recherches pour vous cette semaine parce que c'est pas si clair que ça et c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas une réponse, c'est ça, les crampes, et on fait ça.
quelque chose qui est C'est pas facile à étudier non plus. Parce que la crampe, c'est quelque chose d'un peu imprévisible dans un contexte là, scientifique d'études. Produire une crampe sur demande, c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement. Fait que c'est pour ça que les études, il y en a pas tant que ça. Puis ceux qui ont été faits, ben, ils proposent des hypothèses, mais ils sont pas capables de se décider nécessairement sur une chose en particulier. Fait que, on pourra vous présenter là, les différentes hypothèses. On pourrait commencer, les gens, ce qu'ils me disent, c'est un peu comme moi, sous les pieds, hein, quand on entraîne nos pieds, c'est des places où qui va avoir des crampes, qui va cramper rapidement. Fait que quand on fait des mouvements peut-être inhabituels ou qu'on force beaucoup certains muscles qui sont pas habitués, ça provoque une sorte de crampe en particulier. Oui, exactement. Fait que ça, c'est une hypothèse là, un peu plus du système nerveux. J'essaie de l'expliquer de façon simple, c'est pas si simple que ça à comprendre, mais quand on a besoin d'un influx nerveux qui est élevé par rapport à ce qu'on fait de manière quotidienne pour effectuer un mouvement ou une activité spécifique là, qui est nouvelle ou inhabituelle ou extrême ou soudaine, ben c'est là que il peut y avoir une perte là, de contrôle nerveux, on va dire. Fait que c'est comme si l'influx nerveux, exemple, j'ai besoin d'un petit influx nerveux habituellement pour effectuer mon quotidien. Puis là, j'arrive pour faire un mouvement qui est totalement plus intense là, que ce que je fais habituellement. Mais là, j'ai besoin d'un influx nerveux qui est vraiment plus important. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme si on manquait de contrôle. Fait que là, le muscle est incapable de se relâcher à ce moment-là. Okay? Fait que c'est la façon que je l'ai compris. Fait que ça serait une des raisons pourquoi les pieds, là, c'est, comme vous le dites souvent dans vos capsules, etc., on est souvent dans des souliers. On n'a pas beaucoup de mouvement à ce niveau-là. Fait que là, quand on voit proprioception aussi. Exactement. Fait que l'hypothèse de la proprioception, c'est bon que tu l'amènes parce que ça c'est plus avec la fatigue. Il y a une autre hypothèse qui démontre que, on arrive à faire un mouvement. En fait, la proprioception, on va l'expliquer, là, c'est notre capacité de savoir où est notre articulation ou notre segment du corps dans l'espace. Fait que si on a, avec la fatigue, une diminution de la proprioception, on peut faire un mouvement. Puis là, exemple, je vais le faire avec mon doigt, là, on pense que notre doigt est rendu ici, mais finalement, il est rendu plus loin, ou on pense qu'il est rendu plus loin, mais finalement, il est moins loin. Bref, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'arrêter la contraction au bon moment. Puis là, ça fait, comme j'expliquais tout à l'heure, un désavantage mécanique au niveau des bras leviers. Quand le muscle devient très court, ça s'explique mieux avec la jambe qu'avec le bras. Okay? Oui, on voyait bien. Je deviens fatiguée. Okay? Bon, pour courir, j'ai besoin de faire une flexion du genou à un moment donné dans mon cycle de course. Donc là, je peux penser que mon genou est plié à un certain angle, mais finalement, le signal que mes propriocepteurs vont m'envoyer ne sera pas le bon. Fait que là, je vais continuer à plier davantage, alors qu'en réalité, je n'aurais pas eu besoin de le faire. C'est déjà rendu là. L'ischio-jambier devient raccourci. Donc, il est dans une position qui n'est pas avantageuse au niveau mécanique. Fait que c'est comme si, pour contracter mon muscle dans une position qui est raccourcie, j'avais besoin d'un influx nerveux, là, de dire, OK, là, je le contracte. Comme ça me faisait penser quand tu me disais que tu crampais quand tu faisais un mouvement en particulier. Puis je te disais, ton muscle est raccourci. C'était quoi le mouvement? Un mouvement que je fais, c'est automatique. J'ai une crampe. Là. Je serais une super bonne candidate pour une étude sur les crampes. Là. C'est justement les ischios. Il y a Myriam aussi qui écrit que les ischios à crampes. J'ai commencé à essayer d'entraîner mes ischios d'une façon que je suis moins habituée parce que je veux entraîner mes muscles à différentes amplitudes de mouvement. C'est beaucoup ce que j'enseigne. Puis, j'ai commencé à travailler debout. Je vais essayer de me placer qu'on me voit bien. Vous ne voyez pas la tête, mais vous voyez bien mes jambes. À venir tenir un objet, ici, entre mon talon et ma fesse. Fait que souvent, je prends les ballons Yoga Tune-Up, les ballons Coregeous ou un bloc de yoga. Puis, j'essaie de venir placer mon bassin là et de tenir cet objet-là à cet endroit-ci. Regarde, déjà, ça commence déjà à cramper. C'est sûr, c'est pas un angle dans lequel je vais souvent dans mon quotidien. C'est vraiment que j'ai besoin de travailler
les talons près des fesses, sauf peut-être quand je cours, des fois que je fais un exercice spécifique, mais je me donne un élan pour me rendre là, c'est pas une contraction continue, fait que c'est ça, c'est pas, je pense que c'est pas une place que mon corps est habitué de bouger, puis c'est automatique, ça crampe. Fait que ça s'expliquerait par le fait que ton muscle, l'ischio-jambier, est biarticulaire. Donc, il passe à travers deux articulations, le genou et l'articulation de la hanche. Fait que ces muscles-là ont le potentiel d'être plus raccourcis que les muscles qui seraient uniarticulaires. Dans ton cas, le muscle a tellement été raccourci que la force du muscle était beaucoup plus faible, moins de un, parce qu'on n'y va jamais dans ces amplitudes-là, mais de deux, à cause de ce désavantage-là mécanique. Fait que là, ton corps a eu besoin de produire un signal d'y penser, là, l'infini nerveux, il fallait qu'il soit fort au niveau du cerveau pour réussir à maintenir ça. Là, c'était trop grand. Fait que c'est un peu comme ça que je l'ai compris, là, avec tout ce que j'ai lu. Fait que, j'ai deux questions que tu viens de me faire. J'aimerais ça que tu redises par rapport aux articulations pluriarticulaires ou biarticulaires. Est-ce que c'est toujours comme ça ou c'est juste pour le... En fait, c'est que ça met le muscle potentiellement dans une position plus raccourcie qu'un muscle articulaire. Parce que, exemple, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, au niveau des articulations, je vais utiliser un élastique pour vous montrer. Exemple ici, j'ai un élastique. Okay. Et mon ischio-jambier, il part d'un os sur le bassin, en arrière ici, en fait, l'esquillon, tout le monde le connaît, l'os qu'on s'assit dessus, puis il va jusqu'en bas du genou. Okay? Donc, quand je fais un mouvement d'extension de hanche, le muscle se raccourcit déjà une fois. Okay? Puis quand je fais une flexion du genou, le muscle se raccourcit une fois. Mais si je fais extension de hanche plus flexion du genou, ben là, il y a le raccourcissement du premier mouvement qui s'ajoute au raccourcissement du deuxième mouvement. Fait que tu te retrouves avec un muscle qui est très, très, très raccourci, comparativement à un muscle qui serait uniarticulaire, donc qui passerait à travers une articulation seulement. Mm-hmm. Donc, c'est un peu... Je n'ai jamais pensé comme ça. Non, je trouve ça super intéressant. Puis il y a une autre affaire que tu viens de me faire réaliser que par rapport à la proprioception, quand j'enseigne le yoga ball, c'est un des objectifs du travail avec les balles, c'est de stimuler les propriorécepteurs puis améliorer notre proprioception. Donc, avoir une meilleure capacité à se sentir dans l'espace parce que, moi, j'aime ça dire, les muscles sont comme endormis ou justement, si on pas de rétroaction d'autres choses ou qui ne bougent pas, une rétroaction, que ce soit du sol ou d'autres choses dans l'espace ou qui ne bougent pas, ben ils n'ont pas ce feedback-là, puis finalement, ils réagissent un peu moins. Fait que le massage avec les balles va aider, dans ce cas-là, à améliorer la proprioception, puis peut-être limiter ou réduire des crampes de ce type-là. Oui, en fait. Ça vient jouer là-dessus beaucoup. Le message, parce qu'on pense souvent au message qu'on envoie de notre cerveau au muscle pour produire une contraction. Mais après, le message qui vient du muscle vers le cerveau est tout aussi important pour s'adapter à notre environnement. Fait qu'on réussit à s'adapter, à adapter notre contraction, qu'elle soit forte, faible, qu'elle soit longue, lente, à la demande de l'environnement. Fait que si notre information qu'on reçoit du muscle vers le cerveau est erronée, ben c'est là qu'il y a un décalage. C'est là que soit les blessures peuvent arriver, les crampes peuvent arriver, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Fait que c'est super important d'avoir un message qui est cohérent d'en haut vers en bas et d'en bas vers en haut. Puis travailler la proprioception, ça aide aussi. Il y a une question de Myriam, elle demande, est-ce qu'on devrait renforcer ou étirer les muscles raccourcis comme les ischios? En général ou tout de suite après la crampe? Parce que, en fait, si tu es en situation de crampe, ben, pour l'aider à relâcher, tout ce que j'ai lu, et mon expérience personnelle, on recommande de l'étirer. C'est sûr que c'est pas un étirement extrême, mais souvent, exemple pour le mollet, juste le fait de mettre le pied au sol, ça vient ramener le pied en dorsiflexion, puis le mollet s'étire un peu, puis la crampe relâche. L'ischio-jambier, ça pourrait être de juste mettre le pied là, au sol, puis se pencher vers l'avant. Là.
Oui, moi aussi. On est tendu, mon talon est au sol. Fait que c'est juste de faire ça, ça pourrait aider. Après, si c'est des crampes à répétition, je pense avec ma chaise qui les crampes à répétition, puis on veut les prévenir, oui, le renforcement peut aider parce que le signal nerveux qu'on parlait tout à l'heure, qui est plus élevé que ce qu'on fait à l'habitude, si ce qu'on fait à l'habitude est plus, on va avoir plus de résilience dans les situations où on va avoir une demande qui est plus élevée. Fait que de le renforcer, oui, selon cette théorie-là, ça pourrait effectivement aider. OK. Puis les crampes quand on dort, là, on force pas, on bouge pas, ceux qui ont des crampes la nuit. Les crampes la nuit, c'est souvent dans les mollets, peut-être même dans les pieds. C'est souvent Daniel écrit la nuit au mollet. Souvent quand on s'étire, hein? Fait que, puis aussi, le pied est pointé. Fait que, quand que je dors, vous voyez mon talon? Oui. Mon talon est à côté sur le matelas. Okay. Finalement, elle pratique ta chaise sur roulette. Okay. Oui. Non, elle talon est pas bourré, mais elle pratique. Fait que, voyez-vous mes talons, le fait qu'ils soient à côté, ils maintiennent mon pied pointé. OK? Fait que ça me met à risque parce que ce que je parlais tout à l'heure avec les muscles qui sont raccourcis, mon muscle est raccourci. Puis là, quand on s'étire, je suis raccourci. Puis là, quand je m'étire, je me raccourcis encore plus. Fait que ça me met à risque. Fait que c'est souvent pour ça que ça arrive. Un truc, ça pourrait être de dormir, quelqu'un qui fait des à répétition, là, ça pourrait être de dormir avec les pieds en dehors de la table, du lit. Ça serait juste ou de mettre un coussin en dessous des pieds. Okay? Là, mon talon n'est pas comprimé contre une surface, ça n'entraîne pas là. C'est moins en flexion plantaire. Oui, c'est ça. Fait que ça pourrait aider tout ce qui était de la position. Sinon, ben, effectivement, renforcement, étirement avant d'aller au lit, ça pourrait laisser une chance aussi. Est-ce que j'ai vu d'autres par rapport aux crampes la nuit? Ben là, en fait, il y a d'autres hypothèses. On dit bien hypothèse parce que, comme tu as dit au départ, ceux qui n'étaient pas là, c'est difficile d'étudier les crampes. On ne peut pas faire ça sur mesure. Fait qu'il y a plusieurs recherches qui vont dans différentes directions. On peut peut-être parler par rapport à l'alimentation ou à l'hydratation. Oui, bien, c'est ça que je voulais en venir avec les crampes et l'effort. J'ai parlé de l'hypothèse des nerfs, mais je n'ai pas parlé de l'hypothèse des réserves énergétiques. Fait que dans mon exemple du début là, de surf, ça faisait 3 heures que j'étais dans l'eau. Okay? J'avais probablement mangé un repas normal avant, mais je me suis pas réalimentée pendant l'effort. Fait que probablement que mes réserves. Hein? Tu manges pas sur ta planche de surf? J'ai quand même amené un petit Ziploc. Des raisins secs. Non, effectivement, c'est plus difficile en surf. Mais en général, ce qui est documenté, c'est qu'après 1 heure d'effort soutenu, on devrait reprendre une source de glucose. Fait que ce soit liquide, une boisson énergétique ou un aliment. Pour refaire nos réserves, en le fond, en fait, le muscle, il a besoin d'énergie pour se relâcher. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est que j'avais comme en tête qu'il y avait besoin d'énergie seulement pour se contracter, mais il y a besoin d'énergie aussi pour relâcher. Fait que je pourrais expliquer un petit peu la physiologie de la contraction musculaire là, très brièvement. C'est qu'on envoie un nerveux à notre muscle. Le muscle est composé de cellules musculaires qu'on appelle des fibres musculaires. Et ces fibres-là sont elles-mêmes composées de petits éléments contractiles qu'on appelle myofibrilles. Puis, il y en a 2. Il y a l'actine puis il y a la myosine. Ceux-là, c'est comme si c'était des petits crochets qui venaient s'embriquer l'un dans l'autre. C'est ça qui fait que le muscle va se raccourcir avec la contraction. Donc, ça, l'influx nerveux est envoyé au muscle. Ça libère du calcium. Puis, le calcium fait que ça s'attache. Okay? Pour le relâchement,
on a besoin d'énergie, on a besoin de glucides, parce que les glucides, il y a une cascade biochimique là, qui fait en sorte qu'on produit une molécule d'ATP. Ça, c'est l'ATP, c'est la molécule que le muscle utilise en termes d'énergie. On a besoin d'ATP. Fait que si ça fait longtemps que j'ai pas eu de source de glucides, que je les ai épuisés, ben là, je suis pas capable, le calcium est dans l'environnement de la cellule, puis je suis pas capable de l'éliminer. Fait que tant qu'il y a du calcium, je reste accroché, je reste en contraction. Fait que pour enlever le calcium, il y a une pompe qui existe dans le corps. Fait que ça repompe le calcium hors de la cellule musculaire, puis là, le muscle peut relâcher. Okay? Fait que j'ai besoin d'énergie pour relâcher mon muscle. Sous forme de glucides. Exactement, sous forme de glucides. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'il est recommandé après une heure là, d'avoir quelque chose de sucré dans notre alimentation. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant là, quand on y pense. C'est quand même logique. Fait que dans le fond, l'apport énergétique là, est à considérer, surtout si c'est des athlètes plus d'endurance. Là, c'est souvent ces sports-là qui font qu'on s'entraîne de longues heures. Fait que c'est super important à prendre en considération. Puis, qu'est-ce que je voulais en venir donc? Ah oui! Les minéraux comme calcium, sodium, etc., c'est pas comme les électrolytes. C'est ça, ça n'a pas été démontré. On avait ça comme hypothèse avant, mais là, ça a été démontré que ça n'aurait pas nécessairement de rôle parce que l'alimentation quotidienne équilibrée devrait fournir nos besoins. Okay? Fait que ce serait pas nécessairement quelque chose à ajouter. Ce serait pas nécessairement une cause. La déshydratation non plus. Fait que c'est bon. La première chose qu'on entend quand quelqu'un a une crampe, c'est « Ah, tu bois pas assez ». Ouais. Fait que c'était beaucoup comme ça avant, mais là, les nouvelles études ont tendance à plus délaisser cette hypothèse-là. Mais comme je dis, il n'y a rien encore qui est coulé dans le béton, là. Mais plus ça va, plus... On entend beaucoup de choses sur le corps humain, fait que ça, là, c'est un des sujets sur lesquels probablement qu'il va y avoir encore des recherches qui vont se faire pour qu'on va comprendre de mieux en mieux ce qui se passe. Oui, exactement. C'est un sujet vraiment intéressant. Après, ben là, il y avait plusieurs autres conditions aussi. Tu sais, comme je disais, les électrolytes, quelqu'un en santé a un bon équilibre. Oui. Dès que vous avez une maladie, ça peut entrer en compte avec ça. Si vous prenez des médicaments, ça peut entrer en compte avec ça. Si vous avez une condition particulière, vous avez des crampes, très bon d'en parler au médecin pour comprendre est-ce que ça pourrait venir des médicaments, est-ce que ça pourrait venir des conditions. Fait que ça, c'est quelqu'un qui en a régulièrement et qui comprend pas trop d'où ça vient, là, que c'est pas en faisant un exercice particulier, mais que tout d'un coup, ça y arrive souvent, ben, ça serait une bonne idée d'essayer de comprendre. Oui, c'est important juste de le mentionner parce qu'effectivement, il y a des conditions là, de santé qui peuvent prédisposer aux crampes. Fait que ça, le médecin va être capable de y allumer une cloche, va dire OK, puis il va être capable de vous poser les bonnes questions pour savoir si oui ou non ça pourrait être en lien avec ça, pour faire les tests appropriés si c'est le cas. Fait que gardez ça en tête. Après, ben les crampes liées à la température, j'en ai parlé un petit peu avec la vasoconstriction. Les crampes liées à la grossesse, c'était intéressant dans le sens que, je suis pas sûre qu'il y a d'autres causes, là, mais il y avait la cause du changement postural. Fait que notre posture change quand on est enceinte, là, à cause du ventre, du poids du ventre. Le ventre est en avant. Le poids a tendance à aller plus en avant. Oui. Fait que ça augmente la tension dans ma chaîne postérieure. C'est comme si mes pieds, là, ils ont besoin de pousser plus. Faites-le à la maison si vous voulez le faire, le sentir. Là. Si vous vous mettez sur vos debout, puis vous mettez le poids dans vos... le poids plus par en avant, mais là, il faut pas le choix, il faut que vos pieds poussent dans le sol. C'est comme si vous vouliez faire une contraction de vos pieds là, à travers le sol. Fait que la pression dans l'avant du pied va augmenter. Okay? Vous sentez? Fait que ça, c'est quelque chose qui est quotidien. Sur des, je sais pas moi, sur un 16 heures d'éveil, on est debout 8 heures, on sait pas combien d'heures, dépendamment des personnes. Mais c'est un effort qui est super élevé comparé à quand la bedaine n'était pas là. Parce que le poids était moins concentré. Là, tout d'un coup, en pas si longtemps que ça, le poids s'en vient plus en avant, plus en avant, plus en avant. Donc là, on surcharge les muscles de la chaîne postérieure. Fait que là, on est plus propice au crampe.
C'est intéressant. Moi, j'ai une suggestion pour aider à prévenir et soulager les crampes. J'utilise encore une fois mes balles de yoga tune-up. Moi, ça me sert à toutes sortes de choses. J'ai le goût de vous montrer mon exercice préféré pour les mollets, vu que on est plusieurs à avoir des crampes des mollets. Puis c'est un endroit, même pendant la grossesse aussi, les mollets, ça va être un des endroits qui crampent le plus. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on lit dans les livres de grossesse. Puis moi, j'ai eu vraiment plusieurs grossesses et c'est ce qui m'arrivait aussi. Alors, j'utilise la balle Alpha en yoga tune-up. C'est la plus grosse des balles. Je trouve que en tout cas, c'est ma préférée pour les mollets, mais on pourrait aussi le faire avec une petite balle. Là, ça fonctionne, mais la grosse est particulièrement intéressante pour masser les mollets. C'est un petit peu moins pointu comme massage, comme la balle est un peu plus grosse. Puis, ultra facile à faire au sol. Une balle Alpha. Puis, on masse dans le sens contraire des fils musculaires, fait que de gauche à droite. Puis, en étant comme ça, c'est facile de contrôler. On peut aller beaucoup plus loin sur le côté, beaucoup plus à l'avant, puis couvrir le mollet au complet. Comme ça. Puis, crampe ou pas, c'est une super bonne technique. C'est des muscles qui sont généralement raccourcis à cause des chaussures qu'on porte. On passe beaucoup de temps assis pour travailler. Je pense que nos mollets, tout le monde a besoin d'amour et ont besoin qu'on en prenne soin. Puis on peut aussi, quand on tombe sur un petit point un peu plus fun, un peu plus croquant, rester à cet endroit-là puis venir bouger. Mettre qu'on voit bien. Et venir rester bouger. Ah. Je vais continuer tantôt. Je vais continuer tantôt. Oui, moi, ça me fait régulièrement. Je sais pas si... Je vais dire, c'est un massage que je fais régulièrement. Ah oui, les mollets, c'est quelque chose qui est souvent entendu. L'étirement du mollet, là, c'est un étirement qui est quand même connu en général. Mais on veut vraiment s'attarder au muscle gastrocnémien, là, c'est lui qui est biarticulaire. Parce qu'on a deux muscles dans notre mollet. On a le soléaire et on a le gastrocnémien. Le soléaire n'est pas biarticulaire, donc il a moins tendance à cramper que le gastrocnémien. Pour vraiment étirer le gastrocnémien, ce qu'on veut faire, c'est avoir la jambe qu'on va tirer à l'arrière, le talon bien au sol, puis on va être sûr d'avoir le genou complètement tendu. Okay? Puis là, si j'avance mon genou avant, donc mon poids s'en va vers l'avant, je me trouve à avoir plus d'étirement. Okay? Important aussi de vérifier l'alignement du pied. Est-ce que le pied est ouvert? Est-ce que le pied est rentré vers l'intérieur? Normalement, on devrait le garder vraiment plus vers l'avant. Puis, si vous voulez avoir un peu plus d'étirement, moi, j'aime bien la balle pour ça aussi, c'est de le mettre vraiment en dessous de l'avant-pied. Comme ça fait que le pied est déjà en flexion dorsale avant de faire l'étirement. Puis là, on l'a vraiment plus vite, hein. Puis, petit, mon genou est dans sa pied, il faut le mettre vraiment en arrière. Puis là, quand je le mets en arrière, je sens que l'étirement est plus intense. Fait que si les gens ont des crampes nocturnes, ça peut être bon de l'étirer comme ça. Par contre, on ne recommande pas d'étirer comme ça de longue durée avant un effort physique. Il faut plus faire les étirements à distance d'efforts physiques, comme le soir avant de se coucher. Ou le matin, là, si l'événement sportif, l'entraînement, l'après-midi, les étirements le matin. Et puis j'ai le goût de finir avec une question peut-être vraiment plus simple, mais je sais déjà la réponse, mais c'est une question que ça tombe qu'il y a plein de gens qui m'ont posé cette question-là cette semaine. Ils voulaient comprendre la différence entre un muscle qui est uniarticulaire ou biarticulaire. Puis en fait, la question, je vais préciser un petit peu là, parce que ça paraît simple comme ça, mais les gens me demandaient, est-ce que c'est par rapport à l'insertion musculaire ou est-ce que c'est par rapport au nombre d'articulations qui croisent? Je ne sais pas si, en tout cas, si c'est clair comme... Articulations qui croisent. Mais ça peut être aussi par rapport à... c'est plus facile, je trouve, à visualiser là, quand on parle du nombre d'articulations qui croisent. Tu ne comprends pas la question par rapport aux insertions? En fait, c'est pas ma question. Il y a deux personnes qui m'ont écrit là-dessus par rapport à ça cette semaine, puis ils se demandaient si c'était
Enfin, quasiment, je leur demande de préciser, mais si si c'est vraiment s'il y a une insertion musculaire, je sais pas, je pense genou, hanche, ben au niveau d'un os qui crée qui compose l'articulation du genou et d'un os qui compose l'articulation de la hanche. Ce qui veut dire que je vais essayer de le préciser encore plus, ce qui voudrait dire que si c'est un os si c'est un muscle qui s'attache au fémur, mais au-dessus du genou, mais c'est quand même une articulation, le genou, contrairement à un muscle qui va traverser de l'autre côté de l'articulation, fait que ça s'insérerait, par exemple, sur le tibia ou la fibula. OK. C'est un muscle, en fait, biarticulaire. La règle générale le nombre d'articulations qui croisent, je pense que ça englobe, ça répond aussi à la question sur les insertions. Fait que là, je vais se poser la question, est-ce qu'il y a une articulation? En fait, c'est biarticulaire. C'est impliqué dans l'action des deux articulations. Fait que, il n'y a aucun muscle articulaire. Il y en a pas des. C'est ça, il passe au moins. Oui. Évidemment. Sinon, le muscle ne servirait à rien. Ou deux. Une ou deux. Fait que ça, si tu poses la question, il y en a combien? Je pense que c'est plus facile de trouver la réponse de cette façon-là. Mais oui, s'ils veulent, si ça répond pas, je les invite à écrire la question comme il faut, puis on en jasera. C'est super intéressant. Non, mais je pense que ça répond. Je m'étais dit, tant qu'à leur répondre, on va le dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Fait que dans le fond, il est impliqué dans l'action de deux articulations. Ouais. Parfait. Mm-hmm. Merci beaucoup, Maude, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler des crampes. Vraiment intéressant. D'autres questions, d'autres commentaires, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre ou même de faire d'autres recherches pour apprendre nous aussi parce qu'on apprend là-dedans. Je pense que je vais écrire un blog là-dessus parce que j'ai écrit là, pour me faire une tête là, puis diviser l'information. C'était vraiment complexe. Mais intéressant, ça vaut la peine. Bon, on le partagera. Merci tout le monde. Bye bye.